Nous allons aborder aujourd'hui un chapitre qui est important parce qu'il a conditionné, enfin, son contenu a conditionné une grande partie de l'histoire du XIXe siècle et surtout du XXe siècle, à savoir le marxisme. Je crois qu'il n'est pas possible pour, je dirais, un futur professeur de ne pas posséder dans sa culture générale des notions sur le marxisme. Que l'on soit pour, que l'on soit contre, ça n'a strictement rien à voir. Ça fait partie quand même du bagage élémentaire de ce que jadis on appelait un honnête homme. Voilà. En effet, vous savez que le marxisme a été la doctrine officielle d'une grande partie de l'humanité dans le courant du XXe siècle, à savoir l'Union soviétique entre 1917 et 1991, de la Chine communiste de 1949 jusqu'à nos jours, même s'il y a eu plus que des aménagements, comme vous savez, dans la Chine de Hu Jintao, enfin depuis Deng Xiaoping, donc depuis 1977, et en plus, vous avez tous les pays que l'on a appelés les pays de l'Est, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Bulgarie, plus un certain nombre de pays qui se trouvaient en Asie du Sud-Est, je pense au Vietnam, je pense au Laos et au Cambodge pendant un certain temps, il y a toujours la Corée du Nord maintenant, il y a toujours en Amérique latine Cuba, et il y a eu pendant un certain temps, dans les années 70 du XXe siècle, un certain nombre de pays d'Afrique qui ont été dominés par des régimes communistes. Je pense aux guerres civiles qui ont eu lieu au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, et au régime de Mengistu en Éthiopie, qui en 1974 avait renversé donc le régime féodal de l'empereur Haïlé Sélassié. Voilà. Donc je crois qu'il n'est pas possible d'ignorer la théorie marxiste. Ça me paraît tout à fait impossible parce que c'est la seule philosophie qui s'est imposée dans l'histoire de l'humanité, alors que la plupart des philosophes, comme vous le savez, ont peut-être cherché, mais ne sont pas en tout cas parvenus à imposer leur système. Si vous pensez à Platon, qui avait une vision de l'État athénien, ce qu'il a développé dans la République, mais il n'a jamais appliqué, il n'en avait pas les moyens, il n'a jamais pu mettre en application sa vision de l'État idéal qui était le sien. Voilà. Donc Marx a joué un rôle très très important. Alors, mon exposé va se subdiviser en deux parties. Une première partie qui sera consacrée à développer la vie et la théorie de Karl Marx, et une deuxième partie qui sera consacrée à ses grands successeurs. Mais quand je dis ses grands successeurs, il ne s'agit pas ici de faire de l'histoire politique, il s'agit plutôt de voir quels sont les grands théoriciens qui lui ont succédé, et qui sont peut-être moins connus que des personnages comme Lénine, Staline ou Mao, dont je ne vais pas vous parler, sinon incidemment. Voilà. Alors je commence tout d'abord par Marx lui-même, une première partie de mon exposé. Alors, Karl Marx est un Allemand. Alors je le dis parce qu'il y a encore des étudiants, enfin quand j'étais en secondaire, qui disaient qu'il était russe, parce qu'ils pensaient évidemment que le marxisme s'étant imposé en URSS, très logiquement le fondateur du système devait être russe. Bon, là c'est le premier impair qu'il ne faut pas faire, évidemment Karl Marx était allemand. Il est né en 1818 à Trèves, et j'ai eu l'occasion de visiter le musée de Marx à Trèves avec des étudiants ici de l'école normale, des étudiants d'histoire et des étudiants de
langue moderne, avec Madame Lequim, il y a quelques années. Il est décédé à Londres en 1883. Donc, autrement dit, il avait 65 ans. Et il est enterré à Londres, hein, dans un cimetière, qui est le cimetière de Highgate. Alors, Karl Marx est né dans une famille d'origine juive. Je dis bien d'origine parce que son père s'est converti au protestantisme 6 ans avant sa naissance. Son père était avocat, dans un souci d'assimilation. Alors, Karl Marx est né 3 ans après le congrès de Vienne de 1815, qui a attribué, vous savez que les frontières sont toujours le résultat d'un rapport de force entre puissances à un moment donné, et donc il est né à Trèves, donc en Rhénanie, dans une région qui avait été attribuée au moment du congrès de Vienne à la Prusse. La Prusse qui est l'État qui va unifier l'Allemagne, qui sera terminée donc en 1871. Alors, Karl Marx va faire des études de philosophie. Il va faire des études d'abord de droit, mais il va très rapidement les abandonner, à Bonn, à Jena, à Berlin, et c'est à Jena qu'il va soutenir sa thèse de doctorat, dans laquelle il va comparer la philosophie matérialiste chez Démocrite et Épicure. Démocrite, je vous en ai parlé dans mon cours sur la philosophie grecque, c'est un matérialiste du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je dirais que c'est l'inventeur, entre guillemets, de l'atomisme. Hein? Pour Démocrite, la matière, enfin, tout l'univers est constitué d'infimes particules qui ne sont pas sécables et qu'il appelle atomes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper. Et d'autre part, sa thèse porte également, je vous ai dit, sur Épicure. Épicure, c'est un philosophe de l'époque hellénistique, philosophe grec, hein, qui fonde une école vers 300 avant Jésus-Christ. Voilà. Il se fait que Marx est un intellectuel indépendant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas suivre l'idéologie officielle qui est celle du royaume de Prusse à cette époque-là, qui est un régime autoritaire, absolutiste. Il se rend compte qu'il ne peut donc pas faire carrière à l'université, il devient donc journaliste. Il va fonder successivement plusieurs revues, la Gazette rhénane, il va participer également aux annales franco-allemandes. Il va aller à Paris, parce que, comme penseur sentant le soufre, il va devoir, comment dirais-je, fuir le régime prussien, absolutiste prussien, et il va à Paris, où il va se frotter pour la première fois au milieu ouvrier, hein, au boulevard Poissonnière à Paris. Il va rencontrer également à Paris Engels, qui va être son fidèle compagnon pendant toute sa vie, donc Friedrich Engels, E-N-G-E-L-S, qui non seulement va être un théoricien et est le cofondateur du marxisme, on l'oublie parfois, au même titre, je vous l'avais dit que le christianisme a 2 fondateurs, c'est Jésus et Paul de Tarse. Eh bien, le marxisme a 2 créateurs qui sont Karl Marx et Friedrich Engels. Engels va l'aider d'ailleurs pendant toute sa vie, hein, financièrement parlant, parce que lui-même est le fils d'un grand industriel, enfin d'un industriel qui travaillait dans le domaine des filatures de coton dans le Lancashire, en Angleterre, et va permettre à Marx de pouvoir écrire des ouvrages sans devoir avoir une activité commerciale, je dirais, ou d'avocat. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu Engels, Marx aurait eu de très très grosses difficultés à écrire son œuvre.
Au moment de la révolution de 1848 en Europe, dans plusieurs villes, il y a des mouvements libéraux qui se développent. Marx est un petit peu pris de court, mais dès l'année qui précédait, en 1847, à la demande de la Ligue des communistes, il se met à rédiger un pamphlet qui sera très lu par la suite et qui s'appelle le Manifeste du Parti communiste, qui est une vulgarisation de sa pensée en élaboration. Parce qu'à ce moment-là, en 1848, Marx est je dirais, il a déjà écrit quelques œuvres, mais enfin, il n'en est qu'au début de l'élaboration de sa doctrine. Il va rédiger d'ailleurs ce manifeste à Bruxelles. Vous pouvez même demander à l'Office de tourisme, il existe des parcours marxistes à Bruxelles qui vous permettent de savoir où Marx a vécu, où il a rédigé le manifeste. Bon, il est resté un certain temps. Marx, a dû constamment bouger en Europe entre Paris, Cologne, Bruxelles et puis Londres, où il va s'établir parce qu'il était pourchassé pour ses idées. On passe à la deuxième partie de sa vie. Après 1848, il va s'établir à Londres jusqu'à sa mort. Donc on peut dire que pendant une bonne trentaine d'années, 35 ans, 36 ans, il va vivre à Londres. Alors Marx, c'est avant tout un érudit. Il travaille dans les bibliothèques. Il a beaucoup travaillé à la British Library à Londres parce que c'était un immense travailleur. Alors il consultait tout ce qui avait été écrit à son époque, les statistiques, les traités d'économie politique, la philosophie bien sûr. En 1864, il va avec d'autres fonder l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, association qui ne vivra pas très longtemps, en tout cas sous sa première forme, c'est ce qu'on appelle la première internationale, parce que au sein de cette première association internationale des travailleurs, Marx va avoir des conflits avec les anarchistes, qui ont pour chef de file Mikhail Bakounine, qui lui est un Russe. En 1867, il va publier le livre 1 de son œuvre majeure, Le Capital, Das Kapital, écrit en allemand. Je vous rappelle que Marx était allemand, donc il a écrit son œuvre en allemand. Il va écrire par la suite encore d'autres ouvrages, et puis finalement, il décède dans la misère, parce qu'il a vécu vraiment, lui et sa famille, vraiment dans la misère. Ils ont connu de grosses difficultés pour vivre, et d'ailleurs les 3 dernières années de sa vie sont marquées par le deuil, puisque une ou deux de ses filles sont décédées, sa femme va décéder également, et lors de son enterrement, celui qui va devenir le grand Marx est presque un dieu au XXe siècle, n'aura que 11 personnes qui assisteront à son enterrement, dont les membres de sa famille, Engels, sa femme, voilà. Donc vous voyez qu'à son époque, il n'a pas connu la renommée qui sera la scène au XXe siècle, puisque Marx, à un moment donné, ça va devenir un dieu. Il suffit d'aller, il suffisait, parce que maintenant, ces statues ont été déboulonnées, mais quand on allait dans les pays de l'Est, autrement dit les pays d'Europe centrale, ou en Russie, en URSS, avant 1989 pour les pays d'Europe centrale et 91 en URSS, je peux vous dire qu'il y avait des statues de Marx, mais encore plus alors de Lénine et de Staline. Alors là, c'était ce qu'on appelait le culte de la personnalité. Voilà. Je ne vais pas vous parler de l'histoire politique et des régimes, comment dirais-je, pas que j'ai fréquenté, parce que je n'ai jamais été communiste, mais j'ai visité tous les pays d'Europe de l'Est avant la chute du mur en 89. Bon, c'était vraiment la dictature, on ne se rend pas tout à fait compte de ce que c'est que la dictature. Quand j'ai été à Moscou, j'étais dans toutes
toutes les capitales de l'Europe de l'Est avant 89. Et je peux vous dire qu'il y avait vraiment une chape de plomb, hein. On ne pouvait pas s'exprimer. Moi, les étudiants ou étudiantes que j'ai pu rencontrer dans ma jeunesse, hein, il s'agissait de se taire. Hein. Ils ne voulaient pas parler, par exemple, dans les chambres d'hôtel ou dans les cafés. Hein. Il fallait aller dans la rue pour parler. Hein. Pas question, ils avaient peur qu'il y ait des micros partout. Hein. Voilà. Mais par contre, ce qui m'a frappé à l'époque, quand j'étais à Riga, par exemple, en Lettonie, qui était une des 15 républiques de l'Union soviétique, c'était l'importance que la culture et que le sport pouvaient avoir. Par contre, il y avait quand même une recherche d'émancipation de l'être humain. Hein, moi, j'étais dans une famille ouvrière, comme ça, et j'étais frappé de voir dans la bibliothèque du papa, comme ça, des tas d'auteurs français, en traduit en russe, bien sûr, mais j'ai vu du Zola, du Flaubert, etc. Je ne crois pas que dans beaucoup de maisons d'ouvriers en Belgique, en Wallonie ou en Flandre, hein, on est comme ça autant tous des auteurs russes, quoi. Ça m'étonnerait qu'on ait Pouchkine, Gogol, Tolstoï. Donc j'étais frappé. Alors je ne dis pas que l'endroit où j'étais était tout à fait représentatif et significatif, je ne dis pas, mais c'est pour vous dire que la culture avait vraiment beaucoup d'importance, le sport aussi, l'art, hein, mais tout ça était contrôlé, bien entendu. Hein, ce n'était pas la libre expression artistique, hein, ça c'est sûr. La littérature était contrôlée également. Mais il y avait une sorte de, même plus qu'une sorte, une véritable compétition, parce qu'il fallait montrer aux pays occidentaux que dans les pays communistes, on produisait les meilleurs athlètes, on produisait les meilleurs artistes, on produisait les meilleurs intellectuels. Voilà. Alors je ferme cette parenthèse, parce que mon propos est de vous parler de philosophie et pas de l'histoire des pays communistes. Alors, on va passer maintenant à la doctrine de Karl Marx. Alors, Karl Marx, je vais d'abord étudier enfin, vous parler des sources de sa pensée, et puis dans un deuxième temps, je vais développer son système. Alors, les sources. Alors, Karl Marx, à l'origine, est ce qu'on appelle un hegelien de gauche. Alors, Hegel, c'est un grand philosophe, qui est mort, du choléra d'ailleurs, à Berlin en 1832, qui était un grand philosophe qui avait mis au point une philosophie idéaliste. Alors pour lui, ce sont les idées qui dirigeaient le monde, et qui dirigeaient donc la réalité. Toutefois, Hegel va être très important dans la pensée de Marx, il va en être l'héritier. Pourquoi? Parce que Hegel, s'il est idéaliste, ce que ne sera pas Marx, puisque lui est matérialiste, Hegel met au point un système que l'on appelle la dialectique. Et la dialectique, c'est un système philosophique qui considère que une réalité engendre son contraire pour produire une nouvelle réalité qui est différente des deux autres. C'est la fameuse théorie thèse, antithèse, synthèse. Alors, face à Hegel, il y a un autre philosophe qui va fortement influencer Karl Marx, c'est, je vais peut-être écrire son nom au tableau, hein, parce que Hegel c'est avec un H. Hein. Voilà. Hegel, vous voyez dans le fond, H-E-G-E-L, oui? Bon. Alors, l'autre philosophe dont je vous parle maintenant, c'est Ludwig Feuerbach. Feuerbach. Donc, Ludwig Feuerbach. Alors, Ludwig Feuerbach, lui, met un autre système en place, c'est le matérialisme athée. Le matérialisme athée. En effet, Feuerbach pense que toute la réalité n'est constituée que de matière, l'esprit n'existe pas, ou plutôt ce que l'on appelle l'esprit c'est rien d'autre que de la matière très élaborée. Il est athée également, par définition, hein, le matérialisme engendrant l'athéisme. Ce qui était quand même relativement rare à l'époque. À l'athéisme, il y avait des athées, mais enfin, ils n'étaient pas nombreux, ils se cachaient plutôt, hein, puisque la religion et le déisme confortaient les systèmes politiques en place et légitimaient ces systèmes. Alors, cet athéisme
comment dirais-je, est justifié pour Feuerbach par le fait que, pour lui, la croyance en Dieu n'est rien d'autre qu'une aliénation. Retenez bien ce mot, l'aliénation. Ça vient d'un mot latin, alienus, qui veut dire étranger. Autrement dit, quelqu'un qui croit en Dieu est étranger à lui-même, puisqu'il se coupe d'une partie de lui-même qu'il projette sur une entité qui, aux yeux de Feuerbach, n'existe pas, n'est pas. Donc pour lui, il s'agit d'une aliénation, où le sujet se coupe de quelque chose qui est en lui et qu'il va magnifier, idéaliser. Pour Freud, qu'on étudiera la semaine prochaine, eh bien pour Freud, là, Dieu, c'est l'image idéalisée du Père. Enfin, ça, on verra ça la semaine prochaine. Alors, Marx va reprendre chez ces deux auteurs, Hegel et Feuerbach, ce qui lui semble vrai, et il rejette ce qui lui semble faux. Pour lui, ces deux auteurs se complètent. Et effectivement, Marx va retenir de Hegel la dialectique. Il va rejeter chez le même Hegel l'idéalisme. Et chez Feuerbach, il va retenir l'idée de matérialisme athée, mais il va injecter dans le système, dans la théorie de Feuerbach, il va injecter la notion de dialectique qu'il a pris chez Hegel. Parce que pour Marx, Feuerbach a une vision très statique du matérialisme. Alors, quels sont les grands principes de la philosophie de Karl Marx? Tout d'abord, pour lui, c'est que tout se tient dans l'univers. Tout se tient. Il est obsédé par l'idée de cohérence. Cohérence universelle partout dans l'univers. Tout se tient. Donc, autrement dit, on ne peut pas imaginer qu'un élément dans le système de l'univers, dans l'univers, n'ait pas un lien avec le reste et ne font pas système avec le reste de l'univers. Donc tout se tient. Principe de cohérence universelle. Deuxième principe, tout se transforme. Autrement dit, la matière, la réalité, a une histoire, puisque tout se transforme, tout bouge, rien n'est statique. Contrairement à ce que certains phénomènes naturels pourraient nous laisser penser, tout bouge. Troisième principe, c'est que, au-delà d'un certain seuil, tout phénomène sur le plan quantitatif connaît une transformation sur le plan qualitatif. Donc c'est le passage de la quantité à la qualité. Je vous donne un exemple concret, parce que sinon vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Eh bien, je m'adresse en particulier aux scientifiques ici. L'eau est liquide jusqu'à 100 degrés. À partir de 100 degrés, l'eau se transforme en vapeur. Degrés Celsius, bien sûr. Autrement dit, vous voyez bien que quantitativement, eh bien bon, l'ébullition, enfin le phénomène thermique, chaleur, fait qu'à un moment donné, quantitativement, l'augmentation de la température, ça c'est quantitatif, eh bien, va faire que l'eau va devenir autre chose, qualitativement. Puisque vous aurez toujours de l'eau, d'accord, mais ce n'est pas l'eau qui va entrer en ébullition toujours plus fort jusqu'à ce que ce soit toujours de l'eau. Cette eau se transforme en vapeur. Ça va?
Donc on passe d'un phénomène quantitatif à quelque chose qui qualitativement, en tout cas aux yeux de l'être humain, est différent. On peut considérer que c'est une métaphore, mais c'est plus qu'une métaphore. Hein. Pour lui, c'est vraiment ce qui se passe matériellement, puisqu'il est matérialiste. Enfin, dernier élément qui reprend à Hegel, à sa dialectique, c'est que tout phénomène, ou plutôt la réalité, se transforme en son contraire, qui donne lieu à une nouvelle réalité. Donc la négation de la négation, la négation de la négation, la négation de la négation, oui. Nier une négation ne revient pas à un retour au point de départ, puisqu'en mathématiques, moins plus moins, ça pourrait donner plus, mais quelque chose qui revient au point de départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nier une réalité, c'est son contraire. On arrive au contraire. Vous êtes bien d'accord? Si vous niez une négation, on devrait, le contraire du contraire devrait, d'un point de vue purement logique, devrait retourner au point de départ. On est bien d'accord? Le contraire du contraire, on retournerait sur l'objet initial. Mais pas du tout pour lui. La négation de la négation conduit à une réalité nouvelle. C'est le fameux principe de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. La synthèse est le résultat de l'opposition entre la thèse et l'antithèse, mais la synthèse n'est pas la situation initiale, la situation A. Vous comprenez? La situation C n'est pas la situation A. On arrive à quelque chose d'autre. Donc il y a une modification, une autre réalité. Il prend par exemple pour montrer cette évolution, si vous prenez une graine, la graine va se transformer en une plante, la plante va se transformer, va produire une fleur, qui elle-même va produire une graine. Ça va? Mais cette graine va produire une plante qui n'est pas la plante initiale. Donc vous voyez, on est dans un mouvement où tout se transforme, mais on ne revient jamais au point de départ. Même si on peut avoir l'illusion que la synthèse, finalement, c'est la même chose que la réalité initiale. D'accord? Alors, il remarque quand même quelque chose d'important. C'est que, dans la nature, pour lui, il n'y a que de la matière. Donc, ce sont des phénomènes physico-chimiques qui organisent l'univers à partir de la matière. Mais chez l'être humain, il y a quelque chose qui est différent. Et c'est pour ça qu'il est matérialiste, oui. Il pratique la dialectique hegélienne tout en la renversant, puisque lui, ce n'est pas des idées qui produisent encore d'autres idées. Non, lui, c'est la matière une situation matérielle qui est confrontée à une autre situation matérielle qui donne lieu à une réalité nouvelle. Puisque lui est matérialiste. Il n'est pas idéaliste comme Hegel. Il n'est pas idéaliste comme Hegel. Mais il considère que l'être humain apporte quelque chose, a une originalité, apporte quelque chose de nouveau. C'est le travail. Et que l'être humain, et vous soulignez bien cette notion du travail, que l'être humain, grâce à son travail, transforme la réalité. Autrement dit, je prends le cas d'un, je ne sais pas, un menuisier. Il coupe du bois et il va en faire un meuble. Autrement dit, grâce à son travail, il va produire quelque chose de différent. Mais on n'est plus uniquement dans un processus, j'allais dire, sui generis, où les choses se produisent, je dirais, dans la nature presque mécaniquement. Ici, il ne s'agit plus de mécanique, parce que l'ouvrier, le menuisier pourrait dire « je ne construis pas une armoire, je construis maintenant un banc ». Donc ça veut dire qu'il y a quand même une initiative, c'est-à-dire qu'il transforme, mais il le transforme en quelque chose dont il a besoin, ou dont on a besoin socialement parlant. Ça va? Eh bien ça, ce que je vous ai expliqué, c'est la base du système marxiste. Alors maintenant, on va passer, ou plus exactement, de ce qu'on pourrait appeler, enfin, pas ce qu'on pourrait appeler, de ce que l'on a appelé traditionnellement le matérialisme dialectique. Donc tout ce que je vous ai expliqué, après vous avoir parlé des sources, ça va?
donc Hegel et Feuerbach, tout ça, c'est donc le matérialisme dialectique. On va passer maintenant à un deuxième pan de la pensée de Marx, c'est le matérialisme historique. Et puis après ça, on verra ce qui se trouve dans son ouvrage de 1867, donc dans le Capital, les relations entre le capital et le travail. Donc, je passe maintenant, après le matérialisme dialectique, au matérialisme historique. Alors, qu'est-ce que c'est que le matérialisme historique? Alors, pour Marx, il y a une loi qui régit l'histoire des hommes et qui est basée sur les moyens dont ils disposent pour vivre. Pour lui, c'est ça l'essentiel dans la vie des hommes, de l'humanité. Il s'agit de comprendre, d'étudier et de comprendre quels sont ces moyens qui permettent à l'homme de vivre. Et il va expliquer toute l'histoire de l'humanité par un processus donc, que l'on appelle le matérialisme historique. Il y a deux termes là-dedans, il y a matière et il y a histoire. Donc il y a la notion de transformation, on a déjà vu tout à l'heure, c'était le deuxième principe, tout se transforme. Il y a la notion de matière, qui remonte à Feuerbach. Alors, pour lui, toute société dans l'humanité passe par plusieurs stades. Alors, après le stade animal, quand on passe au stade de l'humanité, et quand je dis l'humanité ici, je ne prends pas l'ensemble des individus qui constituent le genre humain, vous avez bien compris que j'entends le mot humanité dans le sens qualitatif. Pour pasticher un petit peu Ségolène Royal, vous vous souvenez, sur la muraille de Chine, avait fait une bourde en français en parlant de bravitude au lieu de parler de bravoure. Et bien ici, pour me faire comprendre, je ne vais pas parler d'humanité, je vais parler d'humanitude, pour me faire comprendre, mais c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, ne le cherchez pas. Ça va, l'humanitude, donc le fait d'être humain, qui est indépendant du genre humain. Ça va, donc l'humanitude. Donc quand on passe du stade animal au stade humain, il y a 4 ou 5 étapes qui suivent. Il y a tout d'abord, là c'est surtout Engels qui en parle dans un ouvrage, tiens j'ai oublié d'apporter, mais enfin c'est pas grave, il y aurait eu d'abord une sorte de communisme primitif. Mais enfin bon, ça c'est entre parenthèses. Vous ne le notez pas parce que Marx lui-même n'en parle pas, c'est surtout Engels. Il y aurait eu ensuite un stade, alors celui-là, à partir d'ici, vous le notez, c'est le stade de développement esclavagiste. Alors le stade de développement esclavagiste, c'est un stade dans lequel des êtres humains, des hommes, sont la propriété d'un maître. Deuxième stade, ce que lui appelle le stade féodal. Alors le stade féodal, c'est le stade où il y a des êtres humains qui sont attachés à une terre et qui travaillent pour un seigneur. Et puis, il y a un troisième stade, après le stade esclavagiste, qui est le stade capitaliste. Alors, le stade capitaliste est celui dans lequel des êtres humains, des ouvriers, vendent leur force de travail à des patrons qui, eux, disposent des moyens de production, c'est-à-dire des machines. Et ce que le marxisme souhaite atteindre, c'est un stade ultérieur, qui est le stade communiste, où tous les moyens de production appartiennent aux producteurs,
c'est-à-dire aux ouvriers, ici en l'occurrence. Ça va jusque-là? Bon. J'étais un peu trop vite, Cavité. Oui, alors, le stade communiste. Alors, le stade communiste, c'est donc celui où tous les moyens de production appartiennent aux producteurs, c'est-à-dire aux ouvriers, et non pas à ceux qui, dans le stade capitaliste, étaient propriétaires des moyens de production, c'est-à-dire des machines. Et pour passer à ce stade, il faut évidemment que l'État joue pendant une certaine période son rôle d'être le seul propriétaire des moyens de production avant d'arriver, mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, puisque le communisme a disparu entre-temps, à un stade où l'État dépérit, disparaît, et alors on arriverait dans une sorte de paradis où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de patron, et les ouvriers s'autogèrent, puisque les moyens de production appartiennent collectivement à des communautés, mais sans que l'État oppresseur n'agisse. Donc, ce sera un stade qui viendrait après la dictature du prolétariat. Mais ce n'est jamais arrivé. D'ailleurs, la dictature du prolétariat, elle n'a jamais fonctionné non plus. On peut parler de dictature d'État ouvrier, mais le prolétariat était très rapidement dépossédé de la tâche qui lui était impartie par Marx. Quand vous voyez chez Lénine, Staline, etc., il n'y a jamais eu d'État vraiment ouvrier. C'était des États totalitaires, c'est tout à fait autre chose. La doctrine de Marx a été pervertie, donc il faut bien distinguer Marx, qui est un penseur vraiment très intéressant à mes yeux, et ce qu'on en a fait par la suite. Donc le marxisme et le stalinisme, ce n'est pas la même chose, même si le second est issu du premier. Il faut bien distinguer les deux. Ça va? On peut être marxiste et tout à fait opposé au stalinisme. Moi, je trouve personnellement que la pensée de Marx peut nous aider encore à l'heure actuelle, très certainement, à comprendre le fonctionnement du système capitaliste. Mais de là à établir une dictature du prolétariat comme Lénine puis Staline l'ont fait, on voit les dégâts que ça a pu faire. Ça conduit au goulag, à la suppression de la démocratie, tout ce que vous voulez. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. D'ailleurs, Marx n'utilise que 2 fois l'expression dictature du prolétariat, et pas du tout dans le sens où Lénine et Staline vont l'utiliser par la suite, vous savez. Parce que pour moi, Marx, c'est un humaniste, autoritariste, mais un humaniste quand même, alors que ses successeurs, il y en a beaucoup qui, franchement, se trouvent de l'autre côté de la barrière. Bon, alors, on va passer... Alors, je continue toujours dans le cas du matérialisme historique, sur ma lancée, pour vous dire que Marx va dès lors étudier, d'une part, les forces productives, et d'autre part, ce qu'il appelle les rapports de production. Les forces productives, c'est en fait la combinaison de la force de travail de l'être humain et des moyens de production, à l'époque capitaliste, donc à notre époque les machines, qui sont utilisés par l'être humain. Les rapports de production, eux, ce sont les rapports sociaux. Ce sont les rapports sociaux qui s'établissent à l'occasion de la production. Alors, je vais vous faire un petit schéma au tableau, mais je voudrais quand même vous lire un passage qui résume, à mes yeux, presque toute la théorie marxiste, et qui est un passage d'ailleurs célèbre, qui se trouve dans sa contribution à la critique de l'économie politique, qui date de 1859. Je demanderai évidemment aux germanistes de me faire grâce de mon mauvais accent en allemand, mais c'est un texte tellement célèbre, c'est un petit peu les évangiles
pour les marxistes. Alors il se fait que j'ai eu la chance de pouvoir acheter encore les œuvres de Marx et d'Engels en allemand avant la chute du mur, en 88, à Berlin. Hein, maintenant, ces éditions-là, ça se trouve peut-être chez les bouquinistes, mais enfin, vous savez, tout ça est passé au pilon. Hein, donc, voilà. Alors, je vais vous lire, sauf que je n'ai pas mes lunettes, évidemment, ça va poser un petit problème. Enfin, je vais vous lire ce texte, il fait une dizaine de lignes, hein, en allemand, vous le traduisant. Ça va? Et sous l'autorité de Camité, de Claudia, il y a encore d'autres germanistes ici. Voilà, de Aurore. Voilà, voilà. Ça va? Alors, donc, in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens, donc, dans la production sociale de leur vie, gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen und abhängige Verhältnisse ein. Donc, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Alors, Produktion, Verhältnisse, donc rapport de production, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer matérielle, oui, Produktivkräfte entsprechen. Donc, qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Alors, die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse, donc l'ensemble, l'entièreté des rapports, de ces rapports de production, bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, donc forme la structure économique de la société, die reale Basis, la base réelle, worauf sich ein juridischer und politischer Überbau erlegt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Alors, base réelle sur laquelle s'élève une superstructure, Überbau, juridique et politique, et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Je ferai un petit schéma au tableau après, hein, ce sera plus simple. Alors, die Produktionsweise des materiellen Lebens, donc, oui, je continue, bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überbaut. Point. Alors, le mode de production de la vie matérielle, alors, bedingt, ça serait quoi ici? Oui, voilà, c'est ça, conditionne, alors, le processus, principalement, le processus de vie sociale, politique et spirituelle ou intellectuelle. Alors, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, alors ce n'est pas, alors là c'est la phrase la plus importante, hein, qui se trouve, c'est d'ailleurs la 11e thèse sur Feuerbach. Ce n'est pas la conscience de l'homme, ou des hommes. Alors, de l'homme, das Ir-Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Donc ce n'est pas la conscience de l'homme qui détermine son être, mais à l'inverse, son être social qui détermine sa conscience. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juridischer Ausdruck
dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Alors ici, et je termine avec ça, ça va à peu près. Alors, oui, sur... Attendez, hein. Attendez, donc... à partir d'un certain degré de son développement, alors les forces productives matérielles de la société entrent en correspondance avec les rapports de production présents ou, ce qui est seulement son expression juridique, avec les relations de propriété, les rapports de propriété, à l'intérieur desquels, au sein desquels, alors elles se sont mues jusque-là. Alors, Ausentwicklungsformen der Produktionskräfte, donc schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben Donc, à partir des formes de développement des forces productives, oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain moment, se forment des entraves à ces formes de production. Alors, es tritt dann eine Epoche soziale Revolution ein. Alors, commence une révolution sociale. Mit der Veränderung die ökonomischen Grundlage, alors wälzt sich der ganze ungeheuer Überbau langsamer oder rascher Et là, vraiment, je termine. Alors, commence une révolution. Alors, avec le changement des fondements économiques, comment dirais-je, s'établit en fait une toute autre superstructure, plus ou moins lentement, hein, ou plus ou moins rapidement. Voilà. Alors, ce texte, je vais vous faire un petit schéma au tableau parce que c'est la base de tout. Hein. Alors, vous faites le petit schéma qui résume ce que je viens de lire. Donc, vous avez, souvenez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Force de travail, c'est écrit trop vite. Force de travail. La force de travail, je vous rappelle que c'est donc l'énergie mise par l'ouvrier pour façonner, transformer la réalité. Plus les moyens de production dont il dispose. Donc, les moyens de production, ça peut être les machines. Au Moyen-Âge, ça peut être le moulin, ça va, ou le pressoir, qui sont le monopole du seigneur. Donc, tout ceci, ça s'appelle donc les forces productives. Les forces productives. Alors, les forces productives déterminent des rapports de production particuliers et historiquement datés. Donc, par exemple, je vous ai pris le cas du Moyen-Âge, eh bien, le paysan, pour pouvoir moudre son grain, doit passer par le moulin du seigneur, qui est un monopole du seigneur, ou si le vendange doit passer par le pressoir du seigneur. Ceci constitue donc les forces productives. Comme il dépend du seigneur, cela va déterminer le rapport qu'il va avoir avec le seigneur. C'est ce qu'on appelle le rapport de production. Donc les rapports sociaux se construisent au moment de la production. Ça va? Autrement dit ici, moudre le grain, qui va être le moyen de subsistance. Vous vous souvenez que le matérialisme historique est basé pour Marx sur les moyens dont les êtres humains disposent pour vivre. Bon, alors,
ceci, aux yeux de Marx, ça s'appelle, tout ceci, ça s'appelle l'infrastructure. Ouais, vraiment pas beaucoup de place, mais si je l'écris au-dessus, ça n'ira pas. Oui, pardon, je vais l'écrire un peu plus, comme ça. Ça s'appelle l'infrastructure. L'infrastructure. Et à cette infrastructure, je trace une ligne, correspondent à un certain nombre de productions intellectuelles, artistiques, religieuses de l'être humain qu'il appelle superstructure. Vous vous souvenez du mot Überbau? Superstructure. Bon. Alors, c'est quoi la superstructure? Ben, je vous ai dit, ce sont les productions artistiques, les productions juridiques, la littérature, bien entendu, la religion, la philosophie, bien sûr. Bon, je lis pour ceux qui sont dans le fond. Hein. Art, droit, littérature, religion, philosophie. Autrement dit, si vous vous souvenez du texte que j'ai pu vous lire, eh bien, quand il y a une modification de l'infrastructure, c'est-à-dire des forces productives qui ont modifié les rapports de production, par exemple ici la machine à vapeur, qui va établir un lien social particulier entre l'ouvrier et le patron, puisque l'ouvrier est dépossédé du moyen de production, puisque la machine ne lui appartient pas, il n'en est pas propriétaire. Eh bien, cette modification de l'infrastructure, quand on change de stade historique, quand on passe du stade féodal, que je vous décrivais il y a quelques instants avec le paysan Moulin, au stade capitaliste, où là c'est l'ouvrier qui dispose d'une machine, enfin qui dispose, mais qui n'en est pas propriétaire, puisqu'elle appartient au patron, il y a une modification de la superstructure. Autrement dit, les patrons, c'est-à-dire la classe supérieure de la société, plus exactement dans le langage marxiste, les classes dominantes, vont tenir un discours différent dans le domaine de la religion, de la philosophie, de la littérature, du droit, de l'art, etc., qui va pouvoir lui permettre de légitimer sa domination sur les classes dominées. Donc je répète, une modification de l'infrastructure, donc des rapports de production, va entraîner une modification dans la superstructure qui va permettre aux classes dominantes de légitimer leur pouvoir sur les classes dominées. On est bien ici dans le domaine de l'idéologie. Ça va? Autrement dit, à l'époque féodale, le droit est élaboré pour justifier son pouvoir sur les paysans. Dans le système capitaliste, eh bien, toutes les idéologies que vous subissez, par exemple, par le biais de la publicité, eh bien, elle est là pour vous faire acheter des choses et vous finissez par croire que ce que vous achetez est nécessaire, alors que c'est en fait un message idéologique qui est destiné à faire du profit aux entreprises qui produisent, donc pour les patrons. Quand je dis les patrons, à l'heure actuelle, ce n'est plus les patrons, ce sont les actionnaires. Parce qu'au XIXe siècle, il y avait encore des entreprises familiales. Maintenant, le capital est tout à fait dilué et quelque part, beaucoup de gens sont capitalistes sans le savoir en ayant des actions, des obligations dans des entreprises. C'est le cas de la petite bourgeoisie. Même beaucoup d'ouvriers, par le biais de l'épargne pension, des assurances-vie, sont eux-mêmes rentrés dans le système capitaliste. Ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle. D'accord? Est-ce qu'on a bien compris ce schéma? Parce que c'est la base du marxisme, hein, je dirais. Oui?
Je m'excuse pour mon mauvais accent à ma traduction qui était... voilà, mais enfin j'ai essayé de... Parce que ce texte, c'est un texte presque biblique pour les marxistes. C'est pour ça que je me suis permis de lire, parce qu'il résume vraiment bien la pensée de Karl Marx. Bon. Alors, maintenant, on arrive à son ouvrage fondamental qui est Le Capital, Das Kapital, qui date de 1867. Donc c'est un ouvrage de la maturité. Pensez bien, il a travaillé pendant près de 20 ans sur cet ouvrage, hein, pour l'écrire. Seul le livre 1 est paru de son vivant. Les autres ont été publiés, livre 2, livre 3, par Engels après sa mort. Alors, Marx part d'une constatation liée à ce qu'il observe dans la société de son époque, où se développe un capitalisme sauvage, véritablement. Vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, la grande masse de la population travaillait encore dans les campagnes. Hein, en France ou en Belgique, 85% des gens travaillent encore dans les campagnes. Donc, nous avons tous, presque inévitablement, à 85% de chance, des ancêtres paysans, si vous remontez à 200 ou à 300 ans. Il n'y a pas moins, des gens vivaient du travail des champs. Hein? Et dans le courant du XIXe siècle, suite à la révolution industrielle, ou pendant la révolution industrielle, il va y avoir une modification majeure de la société, puisque les paysans qui travaillent dans les campagnes ne peuvent plus survivre, ils vont connaître un exode, partir vers les villes, et dans les villes, ils vont constituer une main-d'œuvre abondante, et donc bon marché. C'est la loi de l'offre et de la demande pour les capitalistes, pour les patrons. Et c'est ce qui explique que, eh bien, on va passer de 85% de paysans à 50% de paysans en France au milieu du XIXe siècle, et que les ouvriers vont devenir de plus en plus nombreux, au point de constituer à un moment donné près de 50% de la population, alors qu'ils nous représentent très peu de nombre d'individus précédemment. Alors Karl Marx est donc frappé par un phénomène qui est celui de l'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme. Alors il a essayé de démonter le système capitaliste de son époque. Il a essayé de comprendre comment se formait le capital, justement. Et le capital, comment se forme-t-il? À ses yeux. Eh bien, il se constitue à partir de la plus-value. Plus-value. En deux mots, hein, bien sûr. La plus-value, c'est quoi? Eh bien, lorsque un ouvrier travaille, il devrait logiquement être payé en fonction de la quantité de travail qu'il a fourni. Ça, ce serait vraiment la valeur de la marchandise qui serait produite. Donc, il travaille autant d'heures, eh bien, la marchandise devrait valoir 2 fois plus, hein, s'il a travaillé 2 fois plus de temps. C'est la quantité de travail qui devrait déterminer le prix, hein, auquel on va vendre la marchandise. Alors que dans le système capitaliste, ce n'est pas ça. L'ouvrier travaille et le produit, le bien, va être vendu plus cher. Et c'est la différence entre la valeur réelle de la marchandise et la valeur de la marchandise telle qu'elle apparaît sur le marché que Karl Marx appelle la plus-value. Autrement dit, la plus-value, c'est une expropriation du travail de l'ouvrier par le capitaliste. Il prend la différence. Donc pour lui, c'est un véritable vol. Ça va? Donc le capital est le résultat d'un vol organisé, hein, par les capitalistes sur les ouvriers.